Donald Trump qui parle d'un discours d'Hitler à la Tour Eiffel, les mots d'un président américain qui choque bien sûr, président qui se moque de la France au passage, imitant Emmanuel Macron, et le tout devant ses soldats. Pour bien comprendre, regardez. We won the war. Nous avons gagné la guerre et nous sommes les seuls à ne pas l'avoir célébrée. J'ai donc envoyé une équipe de choc là-bas. Et nous l'avons fait à chaque fois que nous avons le 8 mai. Nous célébrons également la date du mois de novembre, la date sacrée de la Première Guerre mondiale, parce que nous avons également gagné cette guerre. Pensez-y, j'appelle, nous aimons la France, n'est-ce pas? Mais je pense que nous avons fait un peu plus pour gagner la guerre que la France. Sommes-nous d'accord? Je ne veux pas faire le malin. Mais quand Hitler a fait un discours à la Tour Eiffel, je dirais que ce n'était pas vraiment l'idéal. But when Hitler made his speech at the Eiffel Tower, I would say that wasn't exactly ideal. On va faire le petit rappel historique dès maintenant, comme ça c'est fait. Cette déclaration, elle est historiquement fausse. Point barre. En effet, Hitler n'a jamais prononcé de discours là-bas. Il a simplement été photographié au Trocadéro. C'était le 28 juin 1940. Voilà, les faits sont posés. Maintenant, à quel point ces propos sont choquants et ce qu'il nous raconte de cette administration Trump, de lui et de son rapport à la France. On en parle toujours avec Isabelle Saporta, avec Guillaume Roquette, avec Gilles Montrey et avec Philippe Val. Choqué? Qui est choqué ou qui ne le serait pas d'ailleurs? Philippe, vous voulez prendre la main? C'est ennuyeux qu'un président des États-Unis, dont l'histoire est si liée à la France, vraiment très très proche, puisque Lafayette, nous voilà, comme on dit, aux États-Unis encore. Ce que semble ignorer Trump, c'est l'aide massive de la France à l'établissement des États-Unis d'Amérique en XVIIIe siècle. On a une longue histoire entre nous, et qui connaissent aussi peu l'histoire, y compris quand il parle de la Seconde Guerre mondiale, qu'il n'en ait rien à foutre, parce qu'il sait qu'il sait pas. Il le sait. Mais ça fait rien, il improvise. Pour lui, l'histoire, ça s'improvise. Et ça dit quelque chose. C'est un autre monde. En Europe, l'histoire ne s'improvise pas. On a établi depuis des siècles et des siècles un amour petit à petit de la précision, un amour de l'honnêteté historique qui nous permet d'envisager l'avenir sur des bases historiques à peu près réelles. Là, il s'en fout. C'est une rupture civilisationnelle, cette façon de parler de l'histoire d'un président des États-Unis. Enfin, ça serait quelqu'un, je sais pas, de la société civile, qui est pas instruit. Bon, c'est pas trop grave. Enfin, c'est un peu dommage, mais c'est pas. Mais un président des États-Unis, c'est impossible. C'est quelque chose de beaucoup plus important qu'il ne paraît. Rupture civilisationnelle. Oui, je les pense. mots forts de Philippe Val, Isabelle. De toute façon, on est dans une bataille de réécriture de l'histoire, tous autant qu'ils sont, que ce soit Poutine, que ce soit effectivement le président américain. Donc on est là-dedans. En même temps, nous, quand on regarde la Russie comme s'il n'y avait pas eu ces plus de 20 millions de morts pour Russes pour la Seconde Guerre mondiale, on a tort aussi. C'est-à-dire qu'on peut pas balayer la Russie comme un allié qui a été crucial dans cette victoire malgré tout. Moi, là où je suis au fond très gênée, c'est que je vous dirais pas qu'il a raison, mais nous sommes renvoyés à notre passé collaborationniste aussi. Nous sommes renvoyés, donc il le fait pas avec suffisamment, effectivement, sans doute de guillemets, mais nous sommes renvoyés à la France de Vichy, nous sommes renvoyés à ça. Et cette France-là, elle a existé aussi, Philippe. On va pas faire comme si elle avait pas existé. Il n'y a pas eu que des De Gaulle. Il n'y a pas eu que des... Non, je suis d'accord, mais ça, comme effectivement, je vous dis, on est dans un monde de toute façon où chacun raconte l'histoire qui l'arrange. Mais en fait, on est quand même renvoyé à ça. On est renvoyé au fait que De Gaulle est parti quasiment seul en Angleterre et a dit « je suis la France ». Heureusement qu'on l'a eu, heureusement qu'on a eu les résistants en France. Mais c'est vrai mais on a eu quand même le vainqueur de la Première Guerre mondiale, le maréchal Pétain, qui est allé s'agenouiller devant les Allemands. Donc c'est vrai qu'on a eu ce passé-là en France et qu'on peut pas faire non plus comme si on avait été des résistants du premier au dernier jour. Guillaume. Oui, ce que dit Donald Trump n'est pas complètement faux, parce qu'effectivement, Adolf Hitler n'a jamais prononcé de discours devant la Tour Eiffel, mais l'armée allemande a défilé sur les Champs-Élysées, malgré d'ailleurs la résistance héroïque des Français, de l'armée française pendant la campagne de juin 40, où il y a eu plus de 50 000 morts en 10 jours, 20 jours de combat. Donc 20 jours. Donc il y a eu une résistance, mais c'est vrai que nous avons été défaits. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu la coalition occidentale du jour le plus long et du débarquement de Normandie, avec une présence américaine importante et sous les ordres d'Eisenhower, on ne sait pas ce qui se serait passé. Les Français n'auraient pas pu se libérer tout seuls. Et puis si on élargit un peu la focale, qui a vaincu Hitler? C'est l'Union soviétique. Eh oui. On le rappelait, il y a eu 20 millions de morts soviétiques, il y a eu
de 300 000 morts américains. Ça veut dire que les Soviétiques ont eu 70 fois plus de tués pendant la Seconde Guerre mondiale que les Américains. Et donc, certes, les Américains ont été importants, ils ont aidé militairement, économiquement l'URSS, mais le prix du sang, il a été payé par l'Union soviétique. Et ça, c'est difficile pour nous de l'admettre. Donc, en fait, la réalité, elle est complexe. Et comme souvent avec Trump, il faut pas le prendre au mot parce qu'il est d'une approximation terrible, mais il faut le prendre au sérieux. C'est-à-dire que et quand il dit vous les Français vous n'avez pas été capables de gagner cette guerre tout seul, c'est pas faux malheureusement. Oui, enfin, attends, il y a un problème. Enfin, je voudrais rectifier. Je voudrais rectifier 2-3 choses quand même. Les Russes ont perdu tant d'hommes parce que l'armée russe était désorganisée depuis la fin des années 30 par Staline. Donc, il s'est servi des humains comme chair à canon massivement au lieu. Donc, ils ont perdu énormément d'hommes. Il y a d'ailleurs eu plus de morts soviétiques qu'allemands. Bien sûr, déjà, oui, absolument. Ensuite, les Russes ne sont entrés dans la guerre qu'à la rupture du pacte germano-soviétique, et les Américains ne sont rentrés dans la guerre qu'après Pearl Harbor. Sinon, ils nous ont tous laissé nous démerder avec Churchill, qui était le seul à tenir la boutique. Donc, il faut pas non plus. Non, on a travaillé à cette victoire, vraiment, et on a résisté tant qu'on a pu. Et quand les autres ont été attaqués, ils sont rentrés en guerre. La Russie d'un côté, les Américains de l'autre. Bien sûr. Oui, Gilles Montreuil. Moi, je serais plus sévère contre Donald Trump. Je pense qu'en fait, ça, c'est de l'entertainment de Donald Trump. C'est-à-dire que, fondamentalement, tout le monde sait très bien que les Alliés, tous ensemble, ont gagné la guerre. Et d'ailleurs, il n'y avait absolument aucune de ces débats d'historiens, il y a encore 10 ans, de savoir si c'est moi qui ai gagné la guerre. Qu'est-ce que fait Donald Trump? Il crée de la polémique, il crée du clivage, parce que ça fait parler de lui, ça fait de l'image. Regardez, on est nous là, un vendredi matin en France, à commenter ce qu'on ne devrait même pas avoir à commenter. Des faits qui sont faux historiquement, une polémique qui n'a pas lieu d'être. On a tous gagné ensemble cette Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est ça. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que c'est le contrepoids de son pouvoir exécutif de plus en plus absolu. On le voit bien, il mène une politique, presque lui tout seul, sans se soucier du Congrès, sans se soucier des contre-pouvoirs, sans même se soucier du mandat sur lequel il a été élu. Il va sur des sujets qui ne sont même pas ceux de sa campagne, qui sont même pas ceux de son électorat. C'est un pouvoir très personnel, et la contrepartie de ce pouvoir très personnel, c'est l'entertainment. Je vous donne pas, vous mes électeurs, ce pourquoi vous m'avez élu, mais je vous donne du spectacle. Et ça devient insupportable. Une question qui est sensible, et surtout pour nous, médias. Estimez-vous que nous ne devrions pas réagir à ces propos de Donald Trump? Parce que c'est un vrai sujet. Après tout, ce sont des coups de boutoir communicationnels dans une ère, dans une époque où les fake news gagnent beaucoup de terrain. Est-ce que, face à ça, il faudrait ne pas en parler pour ne pas donner d'importance, ou au contraire, faut-il faire face, prendre les mots pour dire voilà quelle est la vérité et combattre pied à pied? Et vous avez que faut-il faire? Mais bien sûr, Amélie, faut le faire. Et par ailleurs, on va pas faire comme si c'était pas entre guillemets les 3 maîtres du monde que sont les États-Unis, la Russie et la Chine qui menaient la danse. Et on va pas faire comme si ce qu'ils disaient n'avait pas d'effet performatif au fond. Bien sûr que c'est important. Moi, bien sûr qu'il faut combattre pied à pied. Et moi, par ailleurs, pardonnez-moi, Gilles Montreuil, mais je suis pas d'accord avec vous. Moi, je trouve qu'hélas, il fait exactement ce qu'il avait prévu de faire, Donald Trump. Et ce projet 2025, et ce qui avait été dit dans la pré-campagne, et ce qu'avait dit J.D. Vance. Le problème, c'est que peut-être que nous, démocratie libérale, on n'est pas habitués à ça, avec ces démocraties libérales, mais hélas, alors, ils le font peut-être que ça marchera pas, que ça va se fracasser ses droits de douane, etc., que son électorat MAGA perdra beaucoup d'argent, mais hélas, il fait exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Et je trouve d'ailleurs que c'est assez dramatique, parce que la feuille de route n'est pas très engageante pour nous. Oui. Donald Trump a été élu sur un mandat clair qui était sur l'immigration, sur une forme d'isolationnisme américain et sur le pouvoir d'achat. Il ne délivre pas sur ce sujet-là. Il est en train de créer, justement... Il avait dit les droits de douane, il les met. Oui, non, il avait dit l'immigration, il le fait. Il a dit l'isolationnisme, on est tous en train de monter à 5% de nos dépenses militaires, comme il nous l'avait demandé. Dans les démocraties telles qu'on les vit aujourd'hui, d'accord, plus personne ne vote sur l'intégralité d'un programme. On est élu aujourd'hui sur 1 ou 2 mandats forts. Lorsque Milei, c'est une discussion qu'on a eue avec Guillaume, lorsque Milei en Argentine attaque et coupe les crédits budgétaires, etc., c'était exactement son mandat, c'était sa tronçonneuse. Il a un mandat pour le faire. Lorsque Donald Trump joue sur les droits de douane,
C'était un aspect marginal de la campagne. C'est pas là-dessus qu'il a été élu. Et il en joue justement parce que il a pris ce mandat-là pour les pleins pouvoirs. Maintenant que je suis là, j'ai les pleins pouvoirs. Et ça pose une question sur la démocratie et sur ce que les citoyens peuvent ou pas décider d'une politique publique. Ça ressemble à Emmanuel Macron qui vous dit, regardez, moi j'ai été élu sur la retraite de 64 ans. Je laisse tout de suite la parole à Guillaume. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Il fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Par contre, là où je suis d'accord avec vous, c'est que je suis pas du tout sûre que ça marchera et je pense que ça paupérisera son électorat MAGA. Mais pour moi, c'est deux choses différentes. Je pense que, en tout cas, il est certain qu'on doit réagir à ces déclarations. Alors, c'est un peu pénible parce c'est lui qui fixe le tempo. Et les médias, comme d'ailleurs les chefs d'État européens, sont toujours en réaction par rapport à Trump, et c'est lui le chef d'orchestre. Et ça a un côté crispant. Mais si on ne rectifie pas ces approximations, voire ces mensonges, eh bien, qu'il fera les réseaux sociaux en disant regardez, les médias officiels ne réagissent pas, ça prouve bien que Trump a raison, et simplement il faut le faire, même si on a bien le sentiment qu'on est un peu embarqué dans quelque chose qui n'est pas constructif, parce que on n'en vient qu'à démentir des faits. Et puis, je pense aussi que ce discours, il est performatif. Et effectivement, là, je suis d'accord avec Gilles dans l'électorat américain. C'est-à-dire que il rend les électeurs américains fiers, et que ce soit vrai ou non, pour nous, c'est grave, parce qu'on essaie d'avoir un minimum de rigueur journalistique. Mais pour Trump, ça n'a aucune importance. Il est dans l'ère de la post-vérité. Ce qui importe, ce n'est pas la réalité, c'est la représentation médiatique qui en est faite. Et de ce côté-là, c'est lui le patron, parce qu'il faut reconnaître qu'il est très fort. Oui, après, je vais m'appuyer sur les mots qu'on La question d'Amélie est décisive. On doit réagir. Il faut que l'on réagisse. C'est tout à fait nécessaire parce que c'est notre rôle de journaliste ou d'intellectuel ou d'Européen. Parce que nous défendons, depuis le XVIe siècle, en France, par exemple, il y a des travaux sur la question de la vérité historique, la nécessité de la vérité historique. Il y a des textes formidables, dans les essais de Montaigne notamment là-dessus, on voit les enjeux de cette vérité. On doit absolument réagir aux propos tels que celui de Trump, parce que Hitler n'a jamais fait de discours de la Tour Eiffel, juste Céline Dion a chanté l'hymne à l'amour, c'est la seule chose qui a jamais été faite du haut de la Tour Eiffel. Donc, Empoli, Giuliano de Empoli, dans son dernier livre, et la revue Grand Continent, parle très bien de ces questions-là. Cette question dans l'Empire de l'ombre, là, récemment, qu'ils ont fait paraître chez Gallimard, c'est très intéressant, parce on est en train de passer dans un autre monde, où l'agression contre nous n'est pas simplement militaire et économique, elle est aussi au niveau du verbe. Elle est narrative. Elle est narrative. L'agression narrative est extrêmement dangereuse et nous devons y réagir et apprendre à y réagir de façon efficace. Je me permets parce que le temps file et quand on dit que Trump s'acharne sur la France, parfois on a l'impression qu'il s'acharne contre Emmanuel Macron. Regardez comme il essaye d'imiter le président français, essayant de l'avoir la semaine dernière en pleine célébration du 8 mai. Je vous propose de découvrir. Hold up the president. Macron, good guy, by the way. Donald, we are celebrating our victory over the Germans. Oh, that's wonderful. Voilà, justement, vous étiez en train de parler du nom du livre, du titre du livre, Le temps des prédateurs. C'est un prédateur pour Emmanuel Macron, Donald Trump, quand il dit « Ah, it's a good guy », bon, c'est un bon... Oui, mais il en parle. Et je pense que c'est un signe de reconnaissance. Je sais plus qui disait parlez de moi en bien ou en mal, c'est pas grave, mais parlez de moi, il y a que ça qui m'intéresse. Ford. Oui. Eh bien là, Donald Trump a bien compris que dans une Europe qui est divisée, dans une Europe qui est assez affaiblie par rapport à ce qui se passe actuellement en Ukraine, Emmanuel Macron reste ne serait-ce que parce que la France a son siège permanent au Conseil de sécurité, parce qu'elle est une puissance nucléaire, parce qu'elle a une armée digne de ce nom. La France compte, et dans la logique dominant-dominé qui est celle de Trump, eh bien c'est quelque chose qui le gêne. Et donc il se moque d'Emmanuel Macron, tant mieux. Ça veut dire que il l'a dans son viseur, et je pense que ça vaut mieux que de l'ignorer. Eh bien, peut-être que dans le fond, il trouve que c'est un bon gars.
En plus, je pense que il y a une vraie un vrai intérêt de Donald Trump pour la France. Je sais pas s'il regarde Emily in Paris, mais c'est en tout cas. Je m'attendais pas à la référence. Vous vous souvenez que par exemple, il a récemment reparlé de l'année où il avait été invité par Emmanuel Macron pour le défilé du 14 juillet, en disant que ça avait été un moment